Vu de dessus, on aurait dit un objet minuscule posé dans une cuvette. De plus près, on découvre un village établi au milieu des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Bounta, au cœur du pays Yacouba. Visite surprise, une mission de la délégation régionale du Conseil du Café Cacao de Mans est arrivée dans le village. Devant la caméra, vue par les populations comme guidée par Dieu jusque dans le village, le chef a très vite fait de lancer son cri de cœur. C'est un village qui a toutes les difficultés que Dieu a créées. A commencer d'abord par la route. Bounta est un village de la sous-préfecture de Santa, faisant partie du département de Biankouma. On y accède par deux voies, à partir de Santa ou à partir de la sous-préfecture de Yorodougou. Pour autant, les difficultés d'accès sont identiques d'un itinéraire à l'autre. Un véritable parcours du combattant. Cette réalité fait de Bounta un village enclavé. Dynamique pourtant, grâce à sa population et sa double place de pôle économique et grenier de tout le département de Biankouma. Dans ce village où la terre est généreuse et où la cacaoculture attire les populations comme du miel, tout est manque. 6 000 habitants et même pas une case de santé. À notre passage, une femme venait de finir un accouchement à l'ancienne, comme c'est l'usage à Bounta. Quand les femmes vont accoucher, on pile les kaolins et puis on met sur eux. Et puis quand elles finissent d'accoucher, elles commencent à saigner, on leur donne des médicaments, on pile et puis on donne, elles boivent. C'est pas très efficace. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de carte de santé, il n'y a pas de route. Dans le village de Bounta, ce sont 4 à 6 accouchements par semaine selon la matrone du village. Et il y a fort à parier que cette jeune fille, à terme, n'aura pas l'assistance d'une sage-femme. Pour tout dire, les besoins et préoccupations des populations de Bounta sont encore basiques. Premier, c'est la route. Deuxième, c'est la sécurité. Troisième, c'est le centre de santé. Parce que si tu es malade ici, tu vas quitter ici, aller à Santa, soit à Bablé. Si tu n'as pas eu la santé, tu risques de mourir sur la route. Vrai ou faux, on raconte à Bounta que, faute de routes praticables, tous les projets retenus au bénéfice du village n'ont jusqu'à ce jour connu aucun début d'exécution. L'électrification et l'adduction en eau potable sont appelées de tous les vœux, autant que les infrastructures socio-éducatives et des projets en faveur des jeunes pour leur épanouissement. L'état de la route que nous voyons ici, c'est parce que nous travaillons dessus même. Sinon, sans ça, les camions ne peuvent même pas arriver ici. Et comment nous allons transporter nos cacao? Donc c'est fait un village qui est déjà fait de production beaucoup, il y a beaucoup de plantés ici. Souvent quand les camions tombent comme ça, on est obligé de mobiliser la jeunesse, aller pousser les camions et puis les enlever dans certaines difficultés. Dans cette période de traite cacaoyère, les populations peuvent encore bénéficier de la clémence des pistes d'accès à Bounta, à l'honneur du Conseil du Café et du Cacao qui a reprofilé de nombreuses routes dans le département de Biankouma. Mais quand viendront la fin de la campagne Café Cacao et le temps des pluies, Bounta va retomber dans l'isolement. Le candidat de la coalition de 7 partis d'opposition a remporté l'élection présidentielle gambienne. Il totalise 263 515 voix contre 212 099 pour Yaya Jammeh. Adama Barrow remporte 45,54% des suffrages selon des résultats officiels. Qui est Adama Barrow? Adama Barrow est originaire de Bassantou dans le chef-lieu du district de Fouladou. Il est né en 1965. Il a d'abord fréquenté l'école primaire locale de Kobakunda, puis l'école secondaire Krabisland à Banjul, avant de recevoir une bourse pour l'école secondaire musulmane. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pour une entreprise de la place. Au fil des ans, il devient directeur des ventes. Barrow a ensuite déménagé à Londres au début des années 2000 où il a étudié pour obtenir un diplôme en immobilier tout en travaillant comme gardien pour financer ses études. Il est militant depuis 1996 au parti de l'UDP. Il fut trésorier du Parti démocratique unifié. Il a été garde du corps de l'homme d'affaires gambien Momodou Moussa Ndiaye.
Adama Barrow s'est par la suite lancé dans l'immobilier. Avec une razzia de 308 voix de délégués d'opposition sur les 487 issus des 7 régions administratives de la Gambie, Adama Barrow est désigné candidat unique à l'issue du congrès. À 51 ans, ce polygame père de 2 enfants a démissionné début novembre de son poste de trésorier pour se présenter à l'élection présidentielle gambienne de 2016 qu'il vient juste de remporter. Yaya Jammeh a passé 22 ans à la tête de la Gambie. Il vient d'être battu par son adversaire Adama Barrow avec 45,54% des suffrages. L'ancien homme fort de la Gambie n'a obtenu que 36,6% des voix. Yaya Jammeh a toujours montré son hostilité envers les homosexuels et ceux qui les défendent. Il affirmait haut et fort que l'homosexualité n'était ni africaine ni humaine. L'homosexualité ne sera pas tolérée dans ce pays. L'homosexualité est une pratique contre nature. Je n'ai jamais vu un coq ou un dindon homosexuel. Il n'y aura pas de pitié pour les adeptes d'une telle pratique. Nous ne permettrons jamais l'homosexualité dans notre pays. Homophobe et aussi président guérisseur, Yaya Jammeh dit guérir le sida. Son médicament, un mélange de 7 herbes médicinales associées à des prières musulmanes dont lui seul a le secret. Mais il refuse de donner la recette de son remède miracle. Les guérisons supposées ne sont bien sûr pas reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son discours officiel au peuple de Gambie le 1er janvier 2013, l'autoproclamé guérisseur traditionnel s'était proposé d'ouvrir un nouvel hôpital en 2015 au sein duquel il soignerait 10 000 malades du sida tous les 6 mois. Imperméable aux nombreuses critiques des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, Yaya Jammeh, qui se décrit également comme un spécialiste du traitement de l'asthme et de l'épilepsie, apparaît régulièrement dans les médias gambiens, prodiguant des cures à des malades par les plantes et les incantations. Il avait aussi marqué les esprits en annonçant devant les caméras de la BBC qu'il présiderait aux destinées de son pays pour des milliards d'années si telle était la volonté de Dieu. L'Ouganda détient le record du monde de grossesse chez les adolescentes. C'est pourquoi une association a décidé d'avoir recours à ces tuk-tuk. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils se faufilent dans les bidonvilles et viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez accéder là où vivent vraiment les gens. Cette initiative, prise par l'association Marie Stops International, transforme les tuk-tuk en espaces de conseil personnalisés et les tentes qu'ils transportent deviennent des cliniques, distribuant préservatifs, stérilés et pilules contraceptives. Le message est d'autant plus important qu'en Ouganda, l'avortement est illégal, à moins que la vie de la mère soit en danger. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Quand Nantatia est tombée enceinte, à 15 ans, ses parents l'ont tout simplement chassée de chez elle. Quand mon père a découvert que j'étais enceinte, il s'est senti mal, parce que j'étais encore à l'école. Il m'a dit « Tu peux partir ». Aujourd'hui, elle est retombée sur ses pieds et éduque les jeunes sur l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous sommes en sécurité parce qu'on utilise la contraception, on met des préservatifs. Au cœur des bidonvilles, le message des tuk-tuk fait peu à peu son chemin. Mais la route de l'éducation sexuelle est semée d'embûches dans un pays où les églises restent très puissantes. Le 2 décembre, un an après son sacre, l'empereur Napoléon Ier remporte à Austerlitz sa victoire la plus éclatante. Il y aura vaincu 2 autres empereurs, Alexandre Ier, tsar de Russie, et François II, empereur d'Autriche. La particularité de cette bataille, un brouillard matinal qui cacha ses mouvements à l'ennemi. Plusieurs coalitions menacent la France, ce sont l'Angleterre et l'Autriche. Le 19 novembre, l'avant-garde française atteint le village d'Austerlitz. Face à elle, plus de 85 000 Austro-Russes. En infériorité numérique, les Français sont dans une situation inconfortable, d'autant plus que l'arrivée du renfort de l'ennemi est imminente.
Napoléon, contre toute attente, demande à ses généraux d'abandonner leur position stratégique, le plateau du Pratzed. L'ennemi y voit un aveu de faiblesse. Mais tapis dans le brouillard durant plusieurs jours, les troupes de Napoléon prennent l'ennemi sur le flanc alors qu'il descend de sa position. L'armée russe est débordée. 7000 tués. L'Autriche a conclu la paix à Pressburg, aujourd'hui Bratislava, en Slovaquie.